Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le PER, donc je vous explique comment on le calcule, à quoi il correspond, comment on l'interprète. Donc voilà, je l'ai fait sur PowerPoint, j'espère que j'ai été clair, précis. Donc voilà, on se retrouve directement sur mon PC. Alors là on est donc sur mon PC, sur le slide. Donc alors le PER, donc en anglais qu'on appelle le Price Earning Ratio. Donc c'est quoi le PER? Donc en fait, le PER, c'est un ratio de valorisation qui correspond à un multiple de bénéfices. Donc en fait, lui, il va permettre de savoir si une action, elle est chère ou si elle est bon marché. Donc autrement dit, en fait, le PER, c'est un ratio qui nous permet de savoir en combien d'années les bénéfices de l'entreprise vont permettre de rembourser le prix de l'action qu'on a achetée. Par exemple, si j'ai un PER de 5, ça signifie qu'en 5 années de bénéfices, en fait, cela a remboursé l'action, enfin le prix de l'action que j'ai pu acheter. Donc en fait, plus le PER il est élevé, plus l'action elle est chère. Et inversement, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le PER il est bas, et moins l'action est chère. Donc, plus l'action elle est bon marché. De manière générale, on va dire qu'un PER inférieur à 10, c'est pas cher, et qu'un PER supérieur à 20, c'est cher. Et qu'un PER normal, ça tourne plutôt aux alentours de 15. Et bien entendu, tout cela va dépendre des secteurs d'activité, de la croissance de l'entreprise. Je parle de croissance au niveau des bénéfices, de sa qualité de gestion, de si l'entreprise elle a une moat ou pas. Quand je parle de moat, c'est-à-dire de barrière à l'entrée, et du niveau des taux d'intérêt. Donc ça, j'en parlerai un peu plus plus tard. Donc, alors, un PER élevé, ça signifie que l'action elle est chère, et un PER bas, ça signifie que l'action est bon marché. Donc ça, c'est de manière générale. Et pourquoi? En fait, l'explication, elle se trouve dans l'earning yield. L'earning yield, c'est l'inverse du PER. Donc c'est 1 divisé par le PER. Donc voilà, donc par exemple, si j'ai un PER qui est égal à 5, ben mon earning yield, il est de 20%. Donc je fais 1 divisé par 5, j'ai 20%. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en 5 années de bénéfices, ben en fait, ça a remboursé mon action. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est de 20%. Donc si j'ai un PER par exemple qui est de 10, c'est-à-dire que mon action aujourd'hui, elle capitalise 10 fois les bénéfices. Et donc c'est-à-dire que à bénéfice constant, il faudrait 10 années de bénéfices pour que ça rembourse le prix de l'action que j'ai achetée. Et donc dans mon troisième exemple, donc si j'ai un PER qui est égal à 20, donc je fais 1 divisé par 20, donc ça me donne un earning yield de 5%. Et donc là, ça veut dire qu'il me faut 20 ans de bénéfices constants pour rembourser le prix de mon action. Et avec un PR de 40, c'est-à-dire que cela signifie que j'ai un earning yield de 2,5% et qu'il me faudrait 40 années de bénéfices constants pour rembourser le prix de mon action. Donc à travers ces exemples, on voit bien que plus le PER est élevé, et plus l'earning yield il est faible, et donc plus on a besoin d'années de bénéfices pour rembourser le prix en fait de l'action qu'on va acheter. Donc en fait, le learning yield, c'est une sorte de taux de rentabilité que l'on va pouvoir espérer. Donc je passe sur la slide suivante. Alors, il faut également noter que, de manière générale, sur les marchés en tout cas, un PER élevé, ça signifie aussi que le marché il anticipe une forte croissance des bénéfices dans les prochaines années. Mais dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Donc oui, le marché, il est plus ou moins efficient en fonction de si on est sur des large caps ou des small caps. Euh, et voilà, mais à un instant T, on va dire que le marché peut penser que normalement, sur les prochaines années, il y aurait une forte croissance, donc il peut pricer l'entreprise relativement cher, ce qui peut expliquer qu'on a un PER élevé. Et inversement, un PER faible, ça peut signifier que le marché il anticipe une faible croissance des bénéfices dans les prochaines années, ou même que le marché il anticipe en fait une décroissance des bénéfices. Mais là aussi, dans la réalité, c'est pas toujours le cas.
Et c'est pour cette raison que souvent les gens qui se mettent plutôt du côté de l'investissement value, ils vont acheter des sociétés qui ont des faibles PER, car on va dire que le marché a de faibles anticipations et qui parfois, au fil des années, au fil du temps, bah, ça peut s'avérer que les anticipations, justement, elles soient fausses, puisqu'il y a finalement une bonne croissance. Et là, il peut y avoir un re-rating au niveau du PER, et c'est là où certaines personnes peuvent gagner pas mal d'argent. Donc voilà, donc en moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est que le PER du marché sur une longue période, il tourne autour de 15. Donc là, je vais vous expliquer comment on calcule le PER. Donc en fait, il y a deux manières de le calculer. La première manière, c'est on prend la capitalisation boursière et on la divise par le bénéfice net. Alors le bénéfice net, qu'on peut également appeler résultat net, ou en abréviation RN. Donc ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, en fait, c'est qu'on prend le prix de l'action auquel on va diviser le bénéfice net par action. On appelle soit le BPA ou le BNA ou en anglais l'earning per share, EPS. Donc je reviens sur la première méthode pour le calculer. Donc c'est la capitalisation boursière. Donc elle, c'est égal au prix de l'action auquel on va multiplier le nombre d'actions. Et, euh, et donc le bénéfice net par action, dans ma deuxième formule, en fait, c'est égal au bénéfice net qu'on divise par le nombre d'actions. Donc avant de vous montrer comment on calcule le PER, rapidement, je vous explique la capitalisation boursière. Donc là, comme je vous avais dit, c'est le prix de l'action qu'on multiplie par le nombre d'actions. Donc si vous allez sur un site comme Boursorama, voilà, par exemple, on va prendre l'action Valorec, hein. Donc là, donc l'action Valorec, on voit que la capitalisation boursière, elle est donnée ici. Elle est de 2 milliards 694 millions. Et en fait, pour la calculer, donc ça correspond Ça correspond en fait au cours de l'action, donc le prix qui est ici. Donc lui qui bouge en fait de manière continue, hein, il bouge tout le temps, du lundi au vendredi, hein. Quand le marché est ouvert, ça bouge toutes les secondes. Donc c'est 11, donc 77, que je multiplie, comme j'avais dit, par le nombre d'actions. Donc le nombre d'actions, c'est ici. Donc c'est 228, là je me trompe, 928, 428. Et donc là, ça me donne bien 2 milliards 694 millions. Ensuite, donc, donc ça explique la capitalisation boursière. Et pour calculer le bénéfice net par action, en fait, on prend le bénéfice net qu'on retrouve dans le compte de résultat et on divise juste par le nombre d'actions. Donc, par exemple, sur Boursorama, admettons, en Valois, je ne sais pas si ça gagne de l'argent, donc je vais plutôt aller sur une autre entreprise. Par exemple, Aquel. Donc, Aquel, par exemple, le bénéfice net par action. Donc voilà, si je prends là sur l'année 2020, c'est un exemple. Donc là, ça s'exprime en milliers d'euros. Donc là, j'ai un bénéfice net de 85 millions. Donc je fais 85 541 000 et je divise. Donc là, je divise par. Donc j'ai le bénéfice net, je divise par le nombre d'actions. Donc je divise par. Et le nombre d'actions, je vais le chercher ici. Donc là, je divise par 26 741 040. Donc ça me donne un bénéfice net par action de 3,19. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer donc rapidement comment calculer une capitalisation boursière et comment calculer un bénéfice net par action. Donc je vais vous montrer deux exemples pour calculer le PER. Donc voilà, exemple 1. Donc supposons que j'ai une capitalisation boursière de 100 millions d'euros. J'ai un résultat net, donc un bénéfice net qui est de 12,5 millions d'euros. Donc mon PER, on fait 100, donc les 100 millions, divisé par 12,5 millions. Et ça me donne un PER de 8. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action, elle va capitaliser 8 fois ses bénéfices. Donc, autrement dit, si le RN il est constant, donc si le bénéfice net il est constant, donc chaque année, admettons, on a 12,5 millions d'euros de bénéfices chaque année, en fait, il faudra 8 années de bénéfices pour rembourser l'action. Puisque si on fait un bénéfice de 12,5 millions d'euros, on multiplie par 8 ans, enfin, on multiplie par 8, ça donne 100 millions d'euros.
Donc ça veut dire ça, le PER. Et donc l'earning yield, qui est l'inverse du PER, donc 1 divisé par 8, ça donne 12,5%. Donc c'est-à-dire qu'on aura une rentabilité théorique de 12,5% par an. Donc voilà. Donc ça, je vous ai montré cet exemple-là. C'est en m'aidant donc de cette première formule, qui est la capitalisation boursière divisée par le bénéfice net. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième exemple en utilisant la deuxième formule, qui est le prix de l'action divisé par le bénéfice net par action, donc qui est là. Donc exemple 2, admettons que mon prix de l'action, donc le prix de l'action, c'est ce qu'on peut trouver par exemple sur Boursorama ici, là. Ouais, et ça fluctue tout le temps. Donc si, admettons, mon prix de l'action il est à 50 euros, que mon bénéfice net par action, donc c'est-à-dire le bénéfice total de l'entreprise divisé par le nombre d'actions, est égal à 2 euros, alors le PER, je fais 50 divisé par 2, j'ai un PER de 25. Donc là, dans cet exemple, on dit que l'action capitalise 25 fois ses bénéfices. Autrement dit, si le résultat net il est constant, donc si le bénéfice net c'est le même, hein, il est constant, donc c'est 2 euros par action chaque année, il faudra 25 années de bénéfices pour rembourser l'action. Autrement dit, on a un earning yield qui est de 4% et donc on a une rentabilité théorique de 4% par an. Donc là, je vais vous parler de deux spécificités. Donc en fait, quand il y a des minoritaires, il faut prendre en compte donc le résultat net part du groupe et non le résultat net. Donc voilà, donc je vais vous montrer un exemple, par exemple sur Boursorama, donc la Plastivaloir. Ce qu'il faut savoir, donc alors si vous voulez calculer donc le PER, donc l'ACAPI que vous trouvez ici, c'est 118 millions. Donc vous faites 118 millions d'euros. Vous divisez, et donc là par le résultat, c'est cette ligne qu'il faut prendre. Résultat net part du groupe et non résultat net. Donc c'est celle-ci. Donc c'est-à-dire que vous allez diviser par 8,8 millions d'euros. Donc 8,8, voilà, 8,8 millions. Donc là, ça va vous donner un PER de 13,39. Donc voilà, donc il ne faut pas diviser par 11,6, mais il faut diviser par 8,8. Voilà, faut pas prendre en compte la part des minoritaires. Donc ça, c'est la première spécificité. Euh, là, alors attendez, hop là. La deuxième spécificité, c'est que, alors ça c'est un peu plus complexe, hein, c'est en général les experts qui regardent. C'est vrai que la plupart des gens, en tout cas des particuliers, ne regardent pas. Mais il faut regarder dans les rapports annuels, est-ce qu'il y a des titres dilutifs ou non? Donc est-ce qu'il y a des stock options, des obligations convertibles en actions, des obligations qui sont remboursables en actions, etc. Et si il y a des titres dilutifs, il vaut mieux les prendre en compte. Les prendre en compte dans le calcul, bien entendu, du PER. Donc j'ai un exemple pour vous. Donc voilà, donc je prends un exemple avec la dilution. Alors admettons, de base, si le prix de mon action est à 1 euro, que j'ai un nombre d'actions de 1 million, donc 1 million de titres, et que donc j'ai une CAPI de 1 million d'euros. Donc la CAPI, comme je l'avais dit, c'est le nombre d'actions, 1 million, multiplié par le prix de l'action qui est 1 euro. Donc ça me donne une CAPI de 1 million d'euros. Supposons que la société, elle dégage un résultat net, donc un bénéfice net de 100 000 euros. Donc son bénéfice net par action, lui, sera de 0,1 euro. Pourquoi 0,1? Parce qu'on fait 100 000 euros divisé par le nombre d'actions qui est 1 million. Donc ça donne 0,1. Et donc ça nous donne un PER de 10. Donc le PER de 10, alors je répète, au niveau des deux méthodes, donc la première méthode pour le calculer, c'est je fais CAPI, donc 1 million d'euros divisé par un bénéfice net de 100 000 euros. Donc 1 million divisé par 100 000, ça donne 10. Ou autrement, je peux faire 1 euro. Donc prix de l'action, 1 euro, divisé par le bénéfice net par action, qui est de 0,1 euro. Donc ça donne également un PER de 10. Donc là, jusqu'à présent, tout va bien. Maintenant, supposons que j'ai détecté qu'il y avait des titres dilutifs dans le rapport annuel et que ces titres dilutifs, eux, ils correspondent à une augmentation du nombre d'actions de 100 000. C'est-à-dire que je vais passer d'un nombre d'actions de 1 million à un nombre d'actions de 1 million 100 000. J'aurai 100 000 actions de plus. Donc ma capitalisation boursière, elle, bah, théoriquement, si jamais ces titres dilutifs s'ils sont donc exercés, et ben la CAPI, elle va passer de 1 million à 1 million 100 000 euros. Donc mon nouveau PER, quand je vais le calculer en fait, bah, ce sera 1 million 100 000 euros
que je vais diviser par le bénéfice, donc le RN, le bénéfice net de 100 000 euros, ce qui va me donner un PER de 11. Donc en prenant en compte cette augmentation enfin, en prenant en compte ces titres dilutifs, bah, finalement mon PER il sera plus de 10, mais il sera de 11. Donc il sera un peu plus cher. Donc l'autre méthode de calcul, hein, donc là c'est via le BPA. Donc le bénéfice net par action, bah, en fait, comment on le calcule? Bah, on prend le bénéfice net qui est de 100 000 euros, que je vais diviser par donc, le nombre d'actions avec la division qui est de 1 100 000 euros. Donc ça fait 100 000 divisé par 1 100 000. Ça me donne 0,0909. Et donc prix de l'action qui est à 1 euro. Ok, donc 1 divisé par donc par le bénéfice net par action dilué qui est de 0,0909 et ça me donne un PER à 11. Donc voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a de la dilution, bah forcément, ça a un impact sur le PER en fait. Ça va en général l'augmenter. Donc je vais vous montrer sur le site de Boursorama comment on peut calculer donc un PER. Comment on peut également trouver des PER, puisqu'en fait ce qui nous intéresse c'est également donc les PER donc anticipés, et également via un rapport annuel. Donc on va prendre par exemple la société donc Vicat. Donc là sur Vicat, qu'est-ce que je vois quand je suis sur sa fiche? Je vois que le prix de l'action est à 30,75 € actuellement, que j'ai une capitalisation boursière de 1,381 milliard. Voilà. Donc quand je vais dans société chiffre clé, donc admettons là j'ai les chiffres qui est donc au 31 décembre 2021. Donc je vois que le bénéfice, le résultat net part du groupe, donc le bénéfice net part du groupe, il est de 204 179 000. Donc pour calculer le PER, donc je prends la CAPI, donc 1,381 milliard, divisé par le bénéfice là de 204 millions, donc 179. Et donc là, je vois que j'ai un PER de 6,76. Donc ça, c'est mon PER. Donc voilà, donc là, je peux le calculer. Donc là, j'ai un PER fait sur les derniers chiffres connus de 2021. Alors, je peux également donc calculer le PER donc, à travers donc, le bénéfice net par action. Donc, alors, bon, ouais, ça, je vais peut-être vous montrer un peu après. Je vais vous montrer donc via le rapport annuel. Donc là, j'ai téléchargé donc, le rapport annuel de Vicat. Donc vous avez les comptes consolidés au 31 décembre. Donc là, c'est pareil, en fait, c'est le même principe. Là, vous voyez, vous avez le chiffre d'affaires, etc. Et là, vous avez le résultat net consolidé. Et là, la part attribuable au groupe. Là, on ne prend pas en compte les intérêts minoritaires. Donc pareil, c'est-à-dire que là, on va diviser, donc même topo, là, on va faire 1,381 milliard. Et ça, on va le diviser par 204,179. Et ça va nous donner normalement le même calcul, hein, ça va nous donner un PER de 6 et quelques. Et on peut le calculer également donc, via le prix de l'action. Donc le prix de l'action, on avait vu que c'est 30,75 ici. Donc aujourd'hui, actuellement, la société elle cote à 30,75, c'est le prix. Et si je divise par ici le résultat net part du groupe, mais par action, donc ça c'est le BPA en fait ici. On a le BPA, c'est le bénéfice net par action, qui est de 4,55. Là aussi, j'ai un PER de 6,75. Donc voilà, donc ça c'est une des formes de calcul. Donc voilà, là c'est une autre méthode de calcul. Ça permet d'avoir, donc là on voit très bien actuellement, par rapport en tout cas à la dernière publication, que pour VCAT, en fait, le PER il est faible. On a un PER de 6, donc l'action elle est pas chère actuellement. On peut également aller dans Consensus. Donc là, c'est pour voir un peu ce que les analystes, en fait, ce que eux ils prévoient en termes de bénéfices nets par action, donc sur les prochaines années.
Puisque, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui nous intéresse, au final, bah, c'est le futur. Le passé, bon, c'est intéressant de voir le passé, hein, mais le plus important, ça reste le futur. Donc là, on descend, et ici, donc là, on a le bénéfice net par action donc de 2021 et on a les estimations pour 2022 et 2023. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une moyenne hein, qui est faite par plusieurs analystes. Et que c'est pas, ça veut pas dire que ce soit forcément juste, hein. Ça peut être, c'est juste, voilà, c'est une projection que eux ils ont faite, mais elle peut être fausse. Donc, faut, faut regarder ces chiffres avec des pincettes. Faut pas se dire, bon, je vois en 2022, on prévoit un bénéfice net par action de 4,81 €. C'est sûr et certain que ce sera 4,81 €, donc c'est bon, non. Ça peut changer, hein. Mais voilà, donc une méthode, par exemple, pour valoriser la société, c'est de regarder, donc on reprend le cours qui a ici, là, 30,75 €. Je le divise ici par le bénéfice net par action de 4,81. Et là, je vois que j'ai un PER de 6,39. Donc si jamais, admettons, la société elle arrive à réaliser un bénéfice de 4,81 € ou dans ces eaux-là, alors l'action, bah, elle est vraiment pas cher payée, hein. On se paye 6 fois les bénéfices, c'est-à-dire qu'en gros, en 6 années, entre 6 et 7 années de bénéfices, bah, on a remboursé le prix de l'action. Et si jamais elle continue à faire de la croissance en 2023, on a un bénéfice net, admettons, par action qui est aux alentours de 5,22 €. Alors là, dans ce cas-là, je fais 30,75, donc le prix auquel je l'achète aujourd'hui, admettons. Si je divise par un bénéfice de 5,22 €, bah là, j'ai un PER qui tombe à 5,89 €. Donc c'est-à-dire que il me faudrait moins de 6 années de bénéfices pour rembourser l'action. Donc là, on arrive vraiment sur des niveaux vraiment, vraiment pas chers, donc très bradés. Donc voilà, donc il peut y avoir des raisons ou pas. Ou peut-être c'est juste que l'action, elle est sous-évaluée et qu'il y a un vrai potentiel de hausse. Donc, je vais revenir je vais revenir sur ma slide. Donc ensuite, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau du PER, lui, il va dépendre de plusieurs facteurs, bien entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, il va dépendre tout d'abord de la croissance des bénéfices et des perspectives de la société. Donc, plus une société, elle aura de belles perspectives, et plus elle fera de la croissance au niveau de ses bénéfices. Et forcément, bah, plus le PER, il devrait avoir un niveau élevé. Donc voilà, ça c'est le premier point à savoir. Et forcément, cas inverse, si la société elle a de mauvaises perspectives, si la société elle a peu de croissance au niveau de ses bénéfices, ou il y a une stagnation, voire une décroissance, bah là, dans ce cas-là, le PER, il devrait être beaucoup plus faible, en fait. Donc, euh, donc voilà, donc il y a ce premier facteur. Le deuxième, c'est que le niveau du PER, lui, va dépendre de la visibilité de l'activité de l'entreprise. Donc, si une entreprise, elle a par exemple un beau carnet de commandes, il y a une forte visibilité sur les 3 prochaines années, on est quasiment sûr que le bénéfice, il sera de temps, bah forcément, elle mériterait d'avoir un PER beaucoup plus élevé. Troisième point, c'est la stabilité des bénéfices et le type d'activité. Donc, en fait, il y a des entreprises qui ont par exemple, tu as des entreprises cycliques, comme l'automobile, ou comme l'acier, qui eux ont des bénéfices qui sont instables, qui sont en dents de scie. Ils ont une activité en dents de scie, c'est-à-dire qu'une année, ils peuvent gagner de l'argent, et l'année d'après, ils peuvent perdre 50% de leurs bénéfices. Et l'année suivante, ils peuvent être en perte même, puis l'année d'après, ils reprennent 50% de bénéfices. Donc quand c'est en dents de scie, en général, il y a une décote qui devrait s'appliquer, donc ce type de société devrait se payer avec des faibles niveaux de PER. Par contre, une société qui a des bénéfices qui sont stables, c'est-à-dire chaque année, ben, voilà, elle a de bons bénéfices qui sont soit en croissance, voire bah, stables, hein, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de forte chute. Par exemple, ça peut être le cas dans la pharmacie, dans la pharma, toutes les entreprises liées à la pharmacie. Bah, là, ce genre d'entreprise, ce genre d'activité, en général, devrait avoir des PER beaucoup plus élevés. Donc un autre point, c'est le niveau du PR, il va également dépendre de la solvabilité, enfin, de la solvabilité de l'entreprise, donc du bilan. Plus une entreprise, elle sera endettée, et plus elle sera risquée forcément. Donc qui dit risque dit que bah, elle se paiera moins cher.
Et plus l'entreprise elle a du cash, moins elle a de dettes, plus elle sera, on va dire, elle aura une meilleure solvabilité. Elle aura un bilan donc extrêmement solide. Et donc, pour un investisseur, il serait logique bah, de la payer plus cher. Donc, elle mériterait d'avoir un PER plus élevé. Donc, le niveau du PER, il va également dépendre, lui, donc de la liquidité du titre. Donc, quand on est sur un titre qui est très liquide, forcément, la société mériterait d'avoir un PER plus élevé. Quand on est sur par exemple, des micro-caps, des sociétés qui sont vraiment très peu liquides, voire qui cotent au fixing, bah, il est normal bah, d'avoir une décote hein, en termes de multiples de bénéfices, donc d'avoir un PER plus faible. Donc voilà, le niveau du PER, il va également dépendre de la réputation et de la qualité du management. Donc plus le management il sera de qualité et bah, plus la société elle aura un PER qui sera élevé et inversement. Donc ça va également dépendre du taux d'intérêt sur les marchés. Donc en fait, il y a une relation. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus les taux d'intérêt sont faibles et plus les PER sont élevés, plus les taux d'intérêt ben, sont élevés et plus le niveau du PR sera faible. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Ça peut également dépendre donc de l'état du marché. Donc souvent, quand tu as un krach boursier ou quand le marché il est déprimé, bah forcément, bah là, toutes les valos seront à la casse. Donc il y aura beaucoup de sociétés, beaucoup de secteurs qui auront des PER beaucoup plus faibles. Et dans un marché euphorique, bah, ce qui s'est passé ces dernières années, on va avoir enfin, on va avoir un re-rating, on va dire, au niveau au niveau du PER. Et donc là, on va aller on sera sur des niveaux beaucoup plus élevés. Et dernièrement, ça peut également dépendre de la mode de certains secteurs. En fait, il y a des rotations sectorielles. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des rotations sectorielles et que parfois, eh ben, tu as des secteurs, ils vont être à la mode et du coup, ben, des investisseurs, ils seraient prêts à payer ces sociétés sur des PER de 20, 25, 30, 40. Là, actuellement, c'est le cas, par exemple, sur les énergies vertes. Donc, tout ce qui est lié à l'hydrogène, au solaire, bah, là, on va avoir des PR extrêmement élevés. Et il y a des autres sociétés qui ne sont pas du tout tendance, qui ne sont pas du tout à la mode, par exemple le pétrole, par exemple le papier, qui sont sur des secteurs en déclin ou des secteurs compliqués. Et du coup, bah là, on va avoir des PR beaucoup plus faibles. Donc voilà, il y a des effets de mode et il y a des rotations. Parfois, à certains moments, il y a des secteurs d'activité qui sont pas à la mode, personne n'en veut. Donc là, peut-être tout le secteur sera impacté et toutes les valeurs dans ce secteur auront des paires compris peut-être entre 8 et 12, hein, par exemple. Et, et un jour, peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, ce secteur peut revenir à la mode. Et donc, certains, bah, les investisseurs, ils seraient prêts à payer ces actions sur des PR aux alentours de 15, même 20, voire plus de 20. Donc voilà. Alors, je passe à la slide suivante. Alors, quand on analyse une société, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours comparer le PR d'une société par rapport à son secteur d'activité et à ses comparables, que j'appelle CPR. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je veux comparer, euh, si je veux savoir si, par exemple, admettons, l'action Renault, elle est chère ou pas. Pour savoir, bah, en fait, il faut que je regarde le PR du secteur de l'automobile. Il faut que je regarde le PER, par exemple, de ses concurrents, donc de Peugeot. Maintenant, c'est Stellantis. Peut-être le PER de Ford, etc., etc. Donc, je dois regarder les concurrents de la société et voir bah, à quel PER ils sont. Regarder le PER du secteur, bien entendu. Je dois regarder également le PER historique donc de la société, c'est-à-dire que je vais regarder bah, par exemple, les 10 dernières années. Donc sur les 10 dernières années, bah, chaque année, à combien la société, elle était valorisée. Est-ce qu'elle était, enfin voilà, regardez son niveau de PER, par exemple en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, etc., etc. Et ça peut être intéressant de regarder la même chose également chez ses pairs, en fait, chez ses concurrents. Comme ça permet d'avoir une idée, de se dire, ah oui, ce secteur-là, dans ce secteur, chez les concurrents et au sein de cette société, historiquement, bah, vers quel niveau de PER la boîte, elle se payait avant. Et aujourd'hui, à quel niveau elle est. Si par exemple, historiquement, la société, elle se payait sur des PER de 12, par exemple, et que le secteur actuellement, admettons, il est on est sur un PER de 10, et que la société aujourd'hui, elle est sur un PER de 5,
bah là, ça peut être intéressant de l'acheter. On peut se dire que là, il peut peut-être y avoir une sous-évaluation. Parce que peut-être la société, à moyen long terme, elle mériterait plutôt d'être sur un PER de 10 ou de 12. Il faut également donc comparer le PR d'une société par rapport à son marché. Donc, enfin, par rapport au marché. Donc, au marché, c'est par exemple par rapport au CAC 40, par rapport au CAC Mid and Small, par rapport au S&P 500. Donc, voilà. Donc, ça dépend de la société, ça dépend de la société qu'on analyse. Et il faut également regarder en absolu, pour moi, le PER, donc le Earning Yield. Pourquoi? Parce qu'il y a, imaginons, si tout le marché ou tout le secteur avait un PER de 100, que notre société, elle, elle avait un PR de 80, ben, notre société, elle serait moins chère que le reste. Mais en réalité, dans l'absolu, bah, ça n'aurait aucun sens de l'acheter, parce que même si elle serait moins chère que les autres, bah, elle serait quand même chère. Parce qu'un PR de 80, bah, si je fais 1 divisé par 80, ça me donne quand même un earning yield de 1,25%. Et c'est, enfin 1,25%, c'est pas énorme. C'est-à-dire que ça me donnerait une rentabilité espérée de 1%, enfin de 1,25. Ce qui serait vraiment très faible. Il faudrait énormément d'années pour rembourser le prix de l'action. Donc moi, ce que je recommande, c'est de regarder le PR en absolu. En général, comme je vous l'avais dit, un PR au-dessus de 20, c'est que c'est cher. Après, bon, ça dépendra de forcément si la société elle fait de la croissance, si elle a une forte croissance ou non. Mais voilà, regardez le PR en absolu, le comparer par rapport à son historique de PER, donc par rapport à ses années précédentes, et savoir à combien cette société, enfin, quel était le PER de cette société les années précédentes. Comparer également par rapport à ses comparables, donc à ses concurrents, dans le même secteur d'activité, et bien entendu au secteur général, et comparer par rapport au marché. Voilà, donc par exemple, si jamais aujourd'hui le CAC 40 il se paye sur un PER de 16 et que moi, ma société, elle est sur un PER de 5 ou de 6, bah, c'est que peut-être ça peut être intéressant de creuser et de voir pourquoi elle est sous-évaluée. Parce qu'il y a peut-être un coup à faire dessus. Alors ensuite, la slide suivante. Donc là, je vais vous parler des PE, enfin, des sociétés cycliques. Alors, ce qu'il faut savoir, là, attention, parce que c'est assez différent. Alors, avec les sociétés cycliques, donc cycliques, c'est les sociétés, c'est par exemple l'industrie automobile, l'acier. Donc voilà, donc ça, par exemple, ça, c'est des sociétés qui sont cycliques. Ce qu'il faut savoir, c'est que en haut de cycle, les bénéfices de ces sociétés vont être élevés. On aura des earnings élevés. Et donc, en général, on va avoir des PR qui seront faibles d'apparence. Et en bas de cycle, bah, c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire qu'en bas de cycle économique, on va avoir enfin, l'entreprise souvent, bah, elle aura des difficultés, donc elle fera moins de bénéfices ou même des pertes. Donc là, quand on va calculer un PER sur un bas de cycle, bah, on va voir que souvent les PER ils seront élevés. Et en fait, pour les sociétés cycliques, souvent, il faut les acheter donc en bas de cycle économique, forcément. Il faut souvent les acheter quand les PER ils sont élevés. Parce que c'est-à-dire qu'elles souvent. Alors, on voit graphiquement, hein, c'est graphiquement, quand le prix de l'action, elle a beaucoup chuté, hein, euh, bah, c'est parce que les bénéfices, ils ont également beaucoup chuté, hein. Et là, quand on va calculer le PER, il sera faible. Bah, c'est souvent à ces moments-là où il faudra acheter l'action. Et donc la difficulté, bien entendu, hein, c'est de savoir où est-ce qu'on se trouve dans le cycle économique. Est-ce qu'on est en bas de cycle? Est-ce qu'on est en haut de cycle? En milieu de cycle? Ou si jamais on est en bas de cycle, est-ce qu'on est en début de bas de cycle ou est-ce qu'on est en fin de bas de cycle? Est-ce que la reprise, elle va bientôt arriver? Donc ça, c'est très difficile de savoir et de timer. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les sociétés cycliques, quand on est en haut de cycle et qu'on voit que graphiquement, bah, le cours il a explosé et que l'action a déjà fait plus de 300%, bah, souvent, on a des peurs qui sont pas très élevées parce que forcément, on est sur des bénéfices très importants de haut de cycle et que les investisseurs professionnels, eux, ils sont au courant, ils le savent très bien, ils sont pas stupides et donc ils vont faire attention en fait, ils vont même commencer à vendre ou ne pas acheter. Donc on va se dire, ah tiens, le PER il est faible, tiens, c'est peut-être intéressant, mais en fait, c'est parce que on est peut-être en fin de haut de cycle et là, il faut faire attention. Et voilà, et donc ça, c'est important. Alors au niveau des solutions apportées, moi, ce que je préconise, c'est soit de calculer un PR normatif,
Donc c'est-à-dire on fait une moyenne sur les années, sur un cycle complet ou sur les années précédentes, on fait une moyenne des bénéfices et on calcule le PER sur une moyenne des bénéfices sur une période donnée. Ou bien on utilise d'autres ratios comme le price to book, le price to sales et la VE sur CA. Donc ça, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Donc ensuite, alors, je vais vous expliquer c'est quoi un PR normatif. Donc un PR normatif, en fait, c'est un PR qu'on va calculer en normalisant les bénéfices. Donc autrement dit, en fait, on va faire une moyenne des bénéfices sur une période donnée ou un cycle. Donc par exemple, si jamais j'ai une capitalisation, j'ai une capi boursière de 100 millions d'euros, donc admettons de 2012 à 2020, ou sur 9 années, donc là j'ai 10 millions d'euros, mon bénéfice net par exemple sur 2013 c'est 12 millions, le bénéfice net sur 2014 par exemple c'est 13 millions, etc. Donc voilà. En fait, je fais la moyenne de mes bénéfices. Donc je fais 10 plus 12 plus 13 plus 14, etc. Et je divise par les 9 années. Donc là, je vais avoir en fait un bénéfice moyen sur 9 ans qui est de 9 millions d'euros. Donc en fait, tu vois, alors si je calculais mon PR 2020, bah, je ferais ma capi, je ferais 100 millions divisé par 2. J'aurais un PR de 50, je me dirais, ah là là, c'est trop cher, je vais pas acheter ça. Alors qu'en réalité, ça se trouve, le cours il s'est effondré, on est tout en bas graphiquement, on est sur un plus bas des 10 ans, parce on a un bénéfice net que de 2 millions d'euros, et parce qu'on est en bas de cycle, et que si la société elle est cyclique, bah, il y a de fortes chances que peut-être en 2025 ou 2023, bah, qu'on revienne sur des bénéfices peut-être de 10 millions, peut-être de 12, peut-être de 14. Et donc, en fait, en faisant un PER normatif, en faisant cette moyenne-là, ben moi, je vais calculer, je vais me dire, tiens, bah, 100 millions d'euros, je vais diviser par 9, en fait, ça me donne un PER de 10,98. Donc, en fait, l'action, finalement, elle est peut-être pas si chère que ça. Et si le cours, il continue à baisser, et si jamais ma capi, par exemple, elle tombe à 50 millions d'euros, bah, je ferai 50 millions divisé par 9, bah, là, j'aurai un PER qui sera à 5 et quelques. Ce sera peut-être le moment d'acheter. Voilà, donc ça, c'était pour vous expliquer un peu la notion du PER normatif. Donc ensuite, alors, les limites du PER. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le PER, c'est pas pour moi, c'est pas le meilleur ratio pour évaluer une action, mais c'est le plus connu et le plus simple. C'est pour cela que je fais une vidéo dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a des limites, hein. La première limite, c'est que le bénéfice net il peut être manipulé. Donc, en fait, via différentes méthodes comptables, hein, c'est-à-dire à travers, par exemple, l'amortissement ou bien des provisions. Une autre limite, c'est que le bénéfice net, il peut être gonflé. Donc, par exemple, s'il y a un bénéfice exceptionnel, donc admettons l'entreprise, elle vend une filiale, donc il y a une vente d'actifs où elle vend un immeuble, de l'immobilier. Il y a une cession d'actifs, donc ça permet de générer de l'argent. Et donc ça va être intégré dans le bénéfice net comptablement. Donc on va voir que le bénéfice net, il va être beaucoup plus élevé. Mais en fait, ça, c'est du one shot, c'est-à-dire que l'année suivante, ça va pas se reproduire. En fait, c'est pas lié à l'exploitation de la société. C'est juste une cession d'actifs. Et donc, si on le calcule sur le ratio, le PER, on va se dire, tiens, le PER, il est faible. Mais comme c'est une vente d'actifs qui est exceptionnelle, à l'année suivante, ça va pas se retranscrire. Donc, en fait, voilà. Donc, le bénéfice net, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une donnée comptable. Et en fait, elle traduit parfois mal l'argent qui sera généré par l'exploitation de la société. C'est pour cette raison que moi, en réalité, je préfère largement regarder les cash flows de la société. Et pour moi, l'indicateur, enfin le chiffre en or, le meilleur chiffre qui pourrait exister, et c'est celui que j'affectionne le plus, en réalité, c'est le free cash flow. Il n'y a pas mieux que le free cash flow pour moi. Voilà, donc autre limite du PER, c'est que le PER, il ne prend pas en compte l'endettement. Donc il ne prend pas en compte la structure financière de la société, donc l'endettement et la trésorerie. Le PER, il ne fonctionne que sur les sociétés bénéficiaires. Alors que voilà, donc si on est sur une société qui est cyclique et qu'on est en bas de cycle et que la société elle a un bilan solide, mais par exemple exceptionnellement elle fait des pertes, bah, cette année-là, si on calcule le PER, en fait, on ne peut pas le calculer. Si la société elle fait des pertes, c'est impossible de calculer un PER. Donc, du coup, la personne, elle va ne pas regarder l'entreprise, alors que peut-être en utilisant d'autres ratios, bah, on pourrait déterminer, trouver que la société, elle est très intéressante, elle est totalement sous-évaluée et que ça pourrait peut-être être de la deep value et donc un achat potentiel. Et une autre limite, c'est que les bénéfices,
eux, ils peuvent fluctuer fortement d'une année sur une autre. Donc, c'est très difficile de prévoir et d'anticiper les bénéfices en année N+1, N+2. Donc ça peut être une des limites. Donc ensuite, voilà. Donc pourquoi moi pourquoi je vous parle en fait de PER? En fait, si je vous parle de PER, c'est pour gagner du pognon en réalité. C'est pour gagner de l'argent. Parce que alors moi de base, je suis quelqu'un je suis un investisseur value. Et donc pour moi, la valorisation des entreprises, c'est un point clé pour gagner de l'argent sur la bourse, sur les marchés financiers. Si on ne regarde pas la valorisation, je considère que ça peut être très difficile à long terme de rester gagnant sur la bourse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Donc, bien entendu, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui compte, c'est le futur et pas le passé. Donc vous devez toujours essayer d'estimer le PER sur l'année en cours et l'année N+1. Donc c'est l'année suivante. Donc même si je sais que c'est très difficile, alors ça va dépendre des activités, ça va dépendre des sociétés. Certaines sociétés, elles sont, on va dire, il y a des secteurs d'activité où ça va être plus facile d'estimer le bénéfice de l'année en cours et de l'année N+1. En plus, parfois, on a des guidance qui sont donnés par le management. Et pour d'autres sociétés, ça peut être beaucoup plus difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est le futur, c'est pas le passé. Donc il faut toujours essayer, même si c'est dur, d'estimer le bénéfice sur l'année en cours et sur l'année N+1, et donc de calculer son PER. Et donc voilà, donc parfois sur certaines sociétés, il est possible d'estimer sur 3 à 5 ans. Voilà, il y a des sociétés où il y a de belles visibilités, il y a une guidance, il y a un bon carnet de commandes. Là, ce sera plus facile. Alors ensuite, voilà, donc voilà, ce qui est important, et c'est là où alors, pour moi, c'est un point qui est super important, et c'est là que je veux que vous arriviez à comprendre. Et c'est ce qui permet quand même de gagner de l'argent. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre le prix qui est proposé par le marché. Donc le prix, c'est ça, c'est la cotation que vous allez voir, donc 30,75, qui elle dépend simplement en fait d'un carnet d'ordre. Vous voyez, entre là, il y a des acheteurs, là, il y a des vendeurs, il y a des transactions qui se passent. Et ce qui est important de savoir, c'est que le prix que vous voyez affiché, la 30,75, ça correspond à la dernière transaction qui a été faite entre un acheteur et un vendeur. Vous voyez, la dernière transaction, donc là je la tourne, on est dimanche, mais le marché l'a fermé à 17h35 vendredi, il a clôturé. Donc 17h35, dernière transaction, il y a 80 actions qui ont été échangées à 30,75 €, ce qui donne le prix, 30,75. Et donc il faut en fait comprendre qu'il y a une différence entre le prix proposé par le marché et la valeur intrinsèque de l'entreprise, et la valeur. Et en fait, il faut être capable d'estimer la valeur d'une action et de l'acheter quand le prix qui est proposé par le marché est nettement inférieur à la valeur déterminée. Donc, je vous donne un exemple. Donc, par exemple, si le prix de l'action qui est proposée sur le marché est de 10 euros, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter aujourd'hui à 10 euros, et que le bénéfice net par action sur l'année en cours est de 1 euro, et même qu'on anticipe que le bénéfice net par action de l'année suivante sera de 1,10 € parce qu'on anticipe qu'il y a une croissance de 10%. En fait, et si on sait également, à travers notre analyse, nos études, que par rapport au secteur, par rapport aux pairs, donc aux comparables, c'est-à-dire aux concurrents de la société, et par rapport à l'historique donc des PER de notre société, on sait que en général, en moyenne, la société, elle devrait valoir environ un PER de 15. Et ben dans ce cas-là, on peut déterminer un peu la valeur intrinsèque. C'est-à-dire qu'on peut se dire que la société, au niveau de sa valeur, si on cible un PER qui est aux alentours de 15 et qu'on a un bénéfice net par action qui est de 1 euro, bah, je fais 1 fois 15, ça donne 15 euros. Donc c'est-à-dire que je peux me dire que cette année, bah, en fait, la valeur de la société, elle devrait être aux alentours de 15 euros. Donc évidemment que c'est pas un chiffre précis, hein, c'est une fourchette, hein, ça peut être 15, 14, 16, c'est pas quelque chose de précis. Mais si je l'achète à 10 euros et que j'estime que ça vaut à peu près 15 euros, bah, c'est-à-dire que j'ai un upside de 50%.
Et si l'année N+1, bah, la société, elle a généré, elle a fait une croissance de 10% de son bénéfice et que son bénéfice n'est plus de 1 € par action, mais de 1,10 €, bah, ça veut dire que 1,10 € fois 15, bah, ça donne 16,5 €. Donc, ça me donne un upside qui est de 65%. Donc là, voilà, donc là, je vais avoir un upside de 65%. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'estimer à peu près le bénéfice net par action, puis le multiplier en fait bah, par le PER cible. Donc si on pense que ça vaut 15, bah, ça nous donne en fait une valeur intrinsèque théorique. Donc là, par exemple, dans mon exemple, ici, j'ai 16,50 pour l'année suivante. Si je peux l'acheter à 10 €, bah, ça veut dire que je peux gagner potentiellement 6,50 € par action, donc 65%. Donc, je vais vous donner un dernier exemple. Là, ça va être du concret. Ou peut-être je peux vous en donner deux rapidement. Donc voilà, par exemple, on va prendre Vicat. Donc la société Vicat, là, elle cote 30,75. Donc on voit que graphiquement, bah, elle s'est fait déglinguer, hein. Là, ça a baissé. Voilà, on peut même le voir ici, hein. Là, si je tape, par exemple, Vicat, hop là, pub. Donc on voit que graphiquement, la société, donc Vicat, ils font du ciment. On voit que graphiquement, bah là, elle s'est fait quand même déglinguer. Avant, elle était dans les 60 €. Donc là, on est ici, ça a bien baissé. Et on voit que eux, en tout cas, les analystes, ils anticipent donc des PR qui sont relativement faibles, hein. Donc c'est-à-dire, ils anticipent, par exemple, là, un bénéfice net par action de 4,77 pour 2022, 5,27 et 6. Donc moi, je ne vais pas partir sur 6 euros. Admettons, je pars sur 4,77. Ah, alors, ce que je sais, alors moi je l'avais déjà étudié un petit peu Vicat, mais historiquement, bah là par exemple, là on a l'historique du PER, comme je l'avais dit. Et donc là on voit que par exemple en 2012, on était sur un PER de 16, 20, 2013, 2014, 20, 2015, 20, 18, 20, 12, 12. Donc voilà, donc en fait, là on peut voir l'historique. Donc on voit quand même ça se paye sur des PER qui pouvaient aller jusqu'à 20. Donc moi je vais être conservateur, je vais juste viser un PER par exemple aux alentours de 15. Donc je pourrais également regarder les concurrents, c'est-à-dire Holcim, etc., etc. Mais là, je sais que Holcim ne paye pas très cher également, parce que là, c'est tout le secteur qui est impacté. Mais si je vise, par exemple, un retour à la moyenne en visant, sans parler d'un PR de 20, mais un PR de 15, bah, par exemple, et que je prends, admettons, un bénéfice net par action de 4,70, 4,77, c'est juste un exemple, hein. Et ben théoriquement, 4,77 multiplié par 15, théoriquement, l'action pourrait valoir 71 euros. Donc, même si j'étais conservateur et je me disais que, admettons, bah, que finalement, ces chiffres, ils vont pas se produire et que bah, on sera plus sur des chiffres comme ces 3 dernières années. Par exemple, 3,31 pour 2019, 3,47 et 4,55. Bah, je peux même faire une moyenne, par exemple. 3,31 plus 3,47 plus 4,55 divisé par 3. Donc, c'est-à-dire que je peux trouver un bénéfice net par action de 3,77 en moyenne sur les 3 dernières années. Et si je me dis que j'estime qu'en 2022 ou 2023, qu'on tombe sur un bénéfice net par action aux alentours de 3,77, donc là je suis vraiment conservateur. C'est-à-dire j'intègre aucune croissance, rien du tout. Et j'applique un PER de 15, bah, je me dis que l'action pourrait valoir 56 euros. Alors qu'aujourd'hui, elle est à 30 euros. Donc 56 divisé par 30, 75, moins 1. Là, je vois un upside qui est de 84 euros. Enfin, qui est de 84%, excusez-moi. Voilà, donc je peux vous prendre un autre exemple, hein. Mais par exemple, Fresenius. Donc bon, cette entreprise, elle a quand même de la dette, hein. Mais c'est vraiment un exemple. C'est tout ça, je veux dire, c'est pas ce ne sont pas des recommandations pour les acheter. Et
J'ai pas creusé, par exemple, Fresnel, je l'ai pas creusé, j'ai pas creusé le dossier en détail, donc je peux me tromper. Mais c'est juste à titre d'exemple. Bah, là, on voit que graphiquement, sur 10 ans, qu'on est au plus bas. Et avant, elle était même à 70 euros. Donc ça, voilà, là, on est dans de la santé, hein. Parce que la société, elle est spécialisée, voilà, dans la conception et la fabrication de la commercialisation de médicaments, d'équipements et de dispositifs médicaux. Là, c'est de la santé. Si on regarde, donc là, on a des PR qui sont estimés donc inférieurs à 10, de 9,65, 8,53, 7,74, c'est-à-dire qu'on anticipe qu'il y a une croissance des bénéfices. Donc, ils sont là, les bénéfices nets par action, BNA. Donc, supposons que la société, elle fera 3,40 € de bénéfices nets par action. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'historique, bah là, pareil, là, on regarde entre 2012 et 2017, bah, elle se payait quand même sur des PR qui étaient là 20, 25, 26, 21, 19, 16. Donc elle se payait quand même sur des PR qui étaient supérieurs à 15 quand même. Donc sans parler de viser un PR de 25 ou de 20, moi je sais que dans la santé, avoir un PR de 18 ou de 20, c'est pas déconnant, c'est possible. Donc, admettons, si je vise un PER même de 18, par exemple, et je prends un bénéfice net par action de 3,40, bah, si je fais 3,40 fois 18, bah, ça me donnerait une target price de 61 euros. Donc, ça ferait quasiment presque ça ferait peut-être 90% de plus-value. Donc voilà, donc ça c'est un exemple, c'est-à-dire qu'on essaie de déterminer la valeur d'une action via un multiple. On regarde le prix actuel. Et si on voit qu'il y a un écart qui est important, bah, ça veut dire que peut-être l'action elle est sous-évaluée. Bah, bien entendu, hein, c'est pas le seul indicateur, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder. Là, aujourd'hui, je vous parle que du PER parce que c'est le thème de la vidéo. Mais voilà, ça permet de trouver des opportunités d'achat. Donc voilà, j'ai terminé avec la vidéo. Si jamais vous avez aimé, bah, n'oubliez pas de la liker. Et puis abonnez-vous, hein, enfin, si vous avez envie, hein, vous n'êtes pas obligé. De toute façon, je fais ça pour le fun, hein, je ne vends pas de formation. C'est juste pour, on va dire, voilà, partager ma passion, partager ce que j'aime. Si je peux éduquer certaines personnes, les aider pour gagner un peu d'argent, ou même les étudiants pour comprendre un peu plus, un peu mieux la finance, bah, j'en serais très heureux. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et voilà, et à bientôt. Au revoir.